Donc, on va effectivement encore attendre 1 ou 2 minutes et peut-être commencer pour qu'on ait le temps voilà, de tout passer en revue. Je vais me présenter également. Donc, n'hésite pas du coup, David, si tu le souhaites. Voilà, tu es déjà sur la slide, c'est parfait. Donc, voilà, je vais me présenter maintenant, comme ça va faire venir les dernières personnes attendues. Donc, je suis Élodie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Effectivement, je ne connais pas tout le monde encore. Et je suis CSM. Donc, que veut dire CSM? Customer Success Manager chez Testapic, depuis un petit peu plus de 2 ans, quasiment 2 ans et demi maintenant. Donc, mon rôle est d'accompagner en fait les clients sur les volets conseils et opérationnels dans la mise en place de leurs tests utilisateurs, que ce soit à distance ou encore en modéré. David, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis responsable de l'équipe design chez Les Furets depuis 2018. Moi, je fais de l'UX depuis 15 ans maintenant. Donc, au niveau de l'équipe design chez Les Furets, on intervient sur 3 domaines d'expertise, l'UX, l'UI et la recherche utilisateur. Et d'ailleurs, on recherche en ce moment un senior product designer. Donc, si vous connaissez quelqu'un, ça m'intéresse. Désolé, Elodie, je fais ma pub un peu. Mais tu as bien raison, profites-en, il y a du monde, n'hésite pas. Il n'y a pas encore tout le monde, peut-être que je réitérerai ma mais ça proposition. s'approche. Ouais. Enfin, tu sais, en fin de présentation, tu en reparleras. Ouais. Donc, bonjour effectivement à ceux qu'on n'a pas pu saluer. David, merci pour ta présentation. Moi, effectivement, de mon côté, je travaille avec David depuis le début de mon arrivée chez Testapic, donc ça fait un peu plus, quasiment 2 ans et demi qu'on collabore. Et si on est effectivement ensemble ce matin, c'est pour vous présenter une problématique très intéressante, donc sur un sujet de refonte UI, donc de chez Les Furets. Il est vrai que les tests sont souvent utilisés sur de l'UX, mais voilà, ici, c'est l'occasion de vous prouver que l'UI peut être également au centre des tests et donc peut être également concerné. Donc, avant de laisser la parole plus en détail à David, qui va donc nous exposer le sujet de ce matin, voilà brièvement la façon dont va se dérouler la matinale. Donc, David, merci d'être effectivement sur le sommaire. Donc, on va commencer par la présentation de la société. Même si a priori tout le monde connaît, David va vous faire un petit rappel sur ce que sont les Furets. Puis on va rentrer donc dans le vif du sujet avec le contexte donc dans lequel a été envisagée cette refonte, la méthodologie utilisée, les résultats. David évoquera également les déclinaisons de la nouvelle UI avec les takeaways. Et enfin, on va se laisser 5-10 minutes en espérant qu'on ait effectivement le temps. On va se réserver 5-10 minutes à la fin pour les questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, idéalement au moment venu, pour que nous, on puisse effectivement les voir en parallèle. Mais voilà, si une question vous vient au fil de la présentation, surtout n'hésitez pas. De toute manière, moi, je vais les recenser de mon côté pour qu'on puisse avoir le temps alors d'échanger, vous, sur le chat et David. Donc, moi, je lui relayerai les questions pour qu'il puisse y répondre. Voilà. Donc, écoutez, je vous propose de commencer maintenant. David, je te laisse la parole sur la présentation de la société et bon webinaire à tout le monde. On attaque. Hop. Donc, un petit mot pour vous parler de la marque Les Furets. Rapidement. Donc, la société a été créée en 2012. Donc, au départ, on s'appelait assuremieux.com. Et donc, c'était à la base un outil de comparaison pour les courtiers. En 2012, assuremieux.com a été acheté par le groupe anglais BGL et qui a renommé Assuremieux en lesfurets.com. Alors, pourquoi Les Furets? Pour la petite histoire, c'est parce que le groupe BGL possède toujours un comparateur d'assurance anglais qui s'appelle Compare the Market, qui est très célèbre UK, et qui a basé sa notoriété sur une pub qui mettait en scène des meerkats. Les meerkats, c'est des suricats, en jouant justement sur le jeu de mots entre Compare the Market, comparer le marché, et Compare the Meerkats. Et donc, ils ont un peu réutilisé ce principe avec des furets pour la France. En 2017, on a lancé des produits hors assurance, puisque les furets étaient initialement connus pour des produits d'assurance. Et en 2021, donc, on compte 100 collaborateurs, tout pile, pour 10 millions de clients. Notre écosystème produit, c'est ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Donc, c'est toutes les dépenses qu'on ne veut pas faire, qui sont reloues, mais qui sont malheureusement nécessaires. Les furets, c'est 3 verticales produits. La verticale assurance, donc assurance auto, moto, santé, emprunteur, etc. La verticale finance, donc produits prêts immobiliers, crédit conso, rachat de crédit, les banques également. Et enfin, la verticale donc, qui est liée aux produits de la maison, des abonnements de la maison comme
les fournisseurs d'énergie, box Internet et même les déménageurs. Et notre mission, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, donc faire en sorte que les dépenses contraintes ne soient plus contraignantes, en tout cas moins. Et donc ça passe par 3 axes stratégiques pour nous. Premièrement, le fait de simplifier, donc rendre clair, rapide, accessible. On essaie vraiment de décrypter les offres pour les consommateurs. Ça passe par le fait aussi de centraliser les offres. Alors, une grande majorité des offres du marché pour éviter aux consommateurs d'aller chercher des devis un par un sur le marché. Et enfin, d'accompagner via un service client, un chat, des outils, des services, donc pour aider nos utilisateurs à faire leurs choix et simplifier leur démarche. Donc, le sujet qui nous intéresse, c'est donc dans le cadre d'une refonte UI, comment accélérer les décisions internes grâce aux tests utilisateurs. Donc déjà, pourquoi faire une refonte? Donc si on revient un tout petit peu dans le passé, je suis arrivé chez Les Furets en juin 2018, et une de mes premières actions, c'était d'organiser une grande phase de test utilisateur sur notre produit principal, donc l'assurance auto. Donc à travers ces tests, on a identifié beaucoup de choses à améliorer en termes d'ergonomie, de wording, et on a aussi entendu beaucoup de retours négatifs, spontanés, vis-à-vis du design du site. Donc voilà à quoi ressemblait notre site en 2018. Donc ça, c'était les écrans de formulaire. Donc les critiques sur le design, c'était, disons, pas vraiment une surprise, hein, on est d'accord, en termes d'UI, c'était pas ouf. Alors j'ai gardé quelques verbatims de ces tests. Alors en plus, c'était une agence externe qui avait mené ces tests, c'était en présentiel à l'époque. Il n'y avait pas le Covid. Et donc, les gens s'étaient complètement lâchés. Ça, j'ai quelques exemples. Une personne qui nous a dit on voit qu'on est sur un site d'assurance. Donc, sous-entendu, c'est moche. Ou c'est tristoun cette page, c'est super vieillot, ça donne pas confiance, ça donne pas envie. Et en fait, ces critiques, encore une fois, qui étaient spontanées, on leur demandait pas forcément un avis sur le design. Ça concernait toutes les pages. Donc ça, c'était les pages de formulaire. Donc une personne qui nous a dit c'est vraiment moche. Donc là, il n'y avait pas de sous-entendu. On sent que ça va être long et chiant. Personne ne nous a dit on dirait un site soviétique, véridique. Et une personne qui nous a dit on dirait bienvenue sur le site des impôts. Bon, ça fait jamais plaisir d'être comparé au site des impôts. Donc on avait clairement une charte qui était vieillissante et très loin des standards du marché. Donc ça, c'était une première raison. La deuxième raison, c'est que il y avait un décalage aussi très fort entre le design du site et la perception de la marque. Donc, une personne nous a dit, par exemple, j'aime beaucoup la pub à la télé avec les petits furets, les personnages, c'est mignon, c'est drôle. Par contre, on ne retrouve pas du tout cet esprit sur le site, qui est plutôt froid et austère. Donc d'un côté, on avait des clients qui nous disaient qu'on avait une marque qui était sympathique, attachante, décalée, et les mêmes personnes qui nous disaient qu'on avait un site qui était impersonnel et froid. Donc ça, c'était la deuxième raison. Et puis, la troisième raison, c'est que moi, j'avais noté aussi beaucoup d'incohérences au niveau de la charte. Donc, des différences de style entre les pages, entre les produits. Alors, ce qu'on appelle un produit chez Les Furets, c'est par exemple l'assurance auto, l'assurance santé. Donc, il y avait des différences, parfois, assez fortes même, entre différents produits. Sachant qu'on a quasiment une vingtaine de produits en tout, différents. Donc ça, c'était par exemple des call to action. Donc ça, c'est juste une sélection hein, de call to action qu'on avait un peu dispersés sur le site. Donc c'était pas les mêmes couleurs, pas tout à fait les mêmes nuances d'orange, pas tout à fait les mêmes typos, ni même les mêmes icônes, ni même les mêmes formats. Donc ça, c'était des liens, donc des liens textuels. Donc on avait du bleu marine, du orange, du vert d'eau, du marron, du bleu, mais c'était pas le même bleu. Voilà. Ça, c'était 2 écrans de pages de chargement sur 2 produits différents. Donc parfois, il y avait des produits qui avaient un cercle avec, donc, qui tournait avec un personnage. Sur un autre produit, c'était une barre de progression horizontale avec 2 mascottes. Voilà. Il y avait des différences, pas trop pourquoi. Ça, c'était 2 pages de résultats, donc sur 2 produits qui étaient certes différents, donc avec des spécificités, mais avec quasiment la même structure, c'est-à-dire
un logo, un prix, des call to action, et pourtant la page était différente. Donc, mis à part le bleu du background, en fait, les écrans étaient très différents et les couleurs étaient aussi différentes. Voilà. Donc en fait, ce qui s'était passé, c'est que les produits avaient, disons, évolué un peu en silo, chacun dans sa direction. Il n'y a pas vraiment de vision d'ensemble et de l'expérience. Alors ces problèmes de cohérence, je m'arrête juste un tout petit peu là-dessus parce que ça pose 3 problèmes. Alors déjà, un problème d'ergonomie, je dirais, de base. On sait que quand il y a trop de disparités entre les pages, entre les composants, ça crée ce qu'on appelle des ruptures d'expérience. Une personne arrive sur une page donnée de votre site, pas forcément la page d'accueil, et elle se fait un peu une image mentale des composants. Et si elle va sur une autre page et que tous les composants changent, ce qui était orange, qui était un lien, c'est plus un lien, c'est juste un texte statique, en fait, ça peut le perturber. Et ça pose aussi un problème de maintenabilité. Il y avait quasiment, j'exagère un peu, mais quasiment un code différent à maintenir par produit. Et puis enfin, ça pose aussi un problème de vélocité, donc de vitesse dans les phases de conception et de développement. Un des premiers designers que j'avais dans l'équipe devait travailler sur une feature, en fait, et il était perdu, il ne savait pas quelle feature choisir, enfin quel design choisir. Il devait réutiliser un composant d'une autre feature et le mettre sur un produit, mais en fait, ça ne collait pas, ça ne matchait pas. Et il a dû passer soit 3 jours, alors que c'est un truc qui aurait pu lui prendre juste 1 heure. Donc ça cause des vrais problèmes de vitesse derrière à exécuter. Voilà. Alors maintenant qu'on a dit ça, il ne suffit pas d'évoquer ces constats pour lancer un chantier de refonte. Donc le challenge pour moi, c'était, à mon arrivée, c'est comment faire prioriser ce sujet auprès de la direction. Alors quand on parle de refonte devant un comité de direction, la première objection qu'on peut nous poser, c'est la question du ROI, du retour sur investissement. Et on peut entendre des phrases du type ouais, le site d'Amazon aussi, il est moche, hein, ça n'empêche pas de faire du business. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'on va changer 3 couleurs, 3 typos qu'on va améliorer la conversion. Au contraire même, j'ai connu des redesigns qui ont dégradé les perfs business après coup. Donc c'était un vrai risque. Et puis en plus, on sait qu'un redesign, c'est un chantier qui est lourd, qui peut être complexe, qui peut être long. Donc voilà, c'était un risque dont on était très conscient. Donc la stratégie un peu de défense, si on peut dire, c'était d'axer l'enjeu de la refonte, non pas sur ce que ça allait générer en termes de business, mais sur l'angle de la vélocité. De mon point de vue, c'était, comment dire, un argument qui était plus fort aux yeux de la direction que de parler vraiment de choses un peu plus intangibles comme l'expérience utilisateur ou même l'image de marque. Donc on a défini 3 objectifs et on a défini aussi un peu la stratégie, comment on allait faire. Donc, le premier enjeu, c'était, donc, on l'a dit, améliorer notre vélocité. Et donc, comment on allait faire? Premièrement, unifier les parcours entre les produits, donc de limiter au maximum le nombre d'exceptions entre les produits. Il y avait des spécificités, mais il fallait vraiment les limiter. Deuxièmement, limiter le nombre de composants. Donc là, fini l'époque avec 12 000 boutons, plein de couleurs différentes. Voilà, on aurait 2 boutons, un primaire, un secondaire, limite 3 tailles et c'est tout. Et puis enfin, de créer un design system, donc une bibliothèque de composants, donc avec pas juste des composants dont on puisse se servir, mais aussi avec des guidelines, des principes directeurs pour utiliser ces éléments. Deuxième enjeu, c'était de réduire le risque de dégrader les perfs. Alors, je ne parle pas des perfs en termes de chargement de page, mais en termes de perfs business. Et donc, pour limiter une dégradation des performances, on s'est dit qu'on allait se limiter uniquement à la partie UI. C'est là qu'il faut bien distinguer UI versus UX. Mais en gros, ce qu'on disait, c'est voilà, on va en gros toucher uniquement les styles. Juste, on va refaire la peinture, quoi. Donc, pas de changement fonctionnel, pas de nouvelles features, pas de réorganisation des parcours. On va juste garder le même structure, on va juste changer les couleurs. Et puis, troisièmement, de limiter aussi, enfin de réduire les délais de mise en production.
Encore une fois, ça prend du temps de faire un redesign, et on ne voulait pas d'une refonte Big Bang où on bosse en mode tunnel pendant 2 ans et on livre tout d'un coup. Donc, notre stratégie, c'était de livrer par lot. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, de négociations sur est-ce qu'il faut livrer par composant, par gabarit, par produit. Donc, on a finalement acté le fait de livrer par gabarit. Donc, un gabarit de page, c'est par exemple tous les écrans de formulaire. Pour livrer des choses régulièrement, mais sans non plus créer trop de rupture d'expérience, puisqu'on allait livrer un peu un redesign au fil de l'eau. C'est-à-dire que pendant quelques temps, les gens verraient des pages avec le nouveau design et d'autres pages avec l'ancien design. Alors, une fois qu'on a eu le feu vert acquis, alors feu vert au sens, la direction nous a dit OK pour avancer sur le sujet, il y avait un autre challenge qui était de trouver le bon équilibre entre la vitesse d'exécution et la collaboration. Donc, il y a 2 écueils à ce niveau-là, à ce moment-là. Premier écueil, c'est de travailler seul, en équipe très, très réduite. Donc, on avance vite. Par contre, il n'y a pas d'adhésion interne. Et on peut bosser pendant quelques temps et puis se prendre un mur parce qu'en fait, les gens n'ont pas été intégrés à ce process. Et l'autre écueil, qui est l'écueil inverse, c'est d'intégrer tout le monde, toute la boîte, pour réfléchir au design, pour donner leur avis. Mais du coup, on n'avance pas parce que justement, il y a des cycles de validation et de décisions qui sont interminables. Donc, il fallait un peu slalomer entre les deux. Donc, en termes de méthodologie, on a travaillé en 4 temps, en alternant des phases de travail en solo, en tout cas en équipe réduite, et des phases de travail en groupe. Alors, c'est pas facile à représenter, mais en gros, plus c'est épais, plus il y a du monde. Donc, première étape, première phase, une phase de conception, donc en équipe réduite, très réduite. Ensuite, une phase de validation interne, donc interne au niveau de la boîte, donc en équipe plus large. Ensuite, validation externe avec des clients, donc en équipe plus large, si on peut dire. Et puis enfin, la phase d'exécution. Donc là, on a commencé à vraiment travailler à fond sur les maquettes et les déclinaisons. Là, pour le coup, en équipe beaucoup plus réduite. Donc, je vais détailler un peu ces phases. Donc, première phase de conception. Donc là, on était 2 UX et un brand manager. Donc, première étape, c'est pas de foncer sur Sketch ou Figma pour commencer à faire des maquettes. On a commencé par définir avec justement le brand manager ce qu'on appelle notre brand persona, donc notre personnalité de marque. Bien définir qui on était, qui on voulait être et qui on ne voulait aussi pas être. Donc, on a défini des grands principes directeurs au niveau de la marque, de la communication et du design. On était humain, positif, honnête, rassurant, proche des gens et simple, par exemple. Et donc, à partir de là, on a pu commencer à travailler sur justement l'exploration visuelle. Donc, deuxième étape, encore avant d'aller travailler sur des maquettes, on a commencé à explorer un peu ce qui se faisait en termes de design, de graphisme, de tendance. On a regardé un peu les titres qu'on aimait bien dans les fintech, les néobanques et aussi dans d'autres secteurs, en sachant qu'il y avait une contrainte qui était de ne pas trop s'écarter de nos couleurs de base, qui sont le bleu et le orange. Donc, c'est pas des couleurs très simples. Pour les graphistes, c'est des couleurs opposées dans le cercle chromatique. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus moderne à la base. Donc, on essaie d'explorer, voilà, si on part sur un peu plus de violet ou un orange un peu plus rosé. Donc, voilà, on a exploré pas mal de choses. Et puis, enfin, on a travaillé là, du coup, pour le coup, sur la partie maquette. Donc, en mode divergence-convergence, on commence déjà à explorer un maximum de pistes. Donc ça, on a eu, je sais pas, une trentaine de pistes différentes, avec de la photo, avec des illustrations, on travaillait différents types d'iconographie. Et puis, à la fin, on a resserré sur 3 à 4 directions visuelles qu'on voulait justement confronter à la vie des gens dans la boîte. Deuxième phase, donc après cette phase un peu d'immersion sur la partie vraiment exploration design, donc là on a ouvert une équipe plus large, donc avec des gens du design, du produit, PO, PM, des gens du marketing,
SEO, je ne sais plus exactement, le content, CRM et la partie tech aussi. Donc, ce qu'on a mené, c'était donc des sessions de design review. Donc, alors, ce n'est pas des photos contractuelles, hein, il y avait plus de filles. Donc, 3 sessions de design review. Donc, première session, on réunit des gens dans une grande salle et on avait affiché au mur donc, toutes les différentes pistes et demandé aux gens de réagir par rapport à ces designs, de noter ce qu'ils aimaient bien, ce qu'ils aimaient moins bien, les points forts, les points faibles. Donc, deuxième session, on avait un peu écarté les pistes sur lesquelles il n'y avait pas de consensus. On avait ajouté 2-3 trucs. Et troisième session, normalement, on travaille un peu en entonnoir, et plus on avance, plus on resserre un peu sur les pistes qui sont préférées. Et donc, à la fin de ces 3 sessions, ces 3 workshops, on en a isolé 2 pistes à tester. Donc, à la suite de ces ateliers, donc on est allé voir le CPO et le CMO pour leur dire, voilà, on a validé tous ensemble en équipe, on était une trentaine, 2 pistes. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on puisse les valider auprès des clients? Alors pareil, hein, ce n'est pas des images réelles. Mais ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est qu'il y a encore des divergences. Il y a globalement un consensus, mais il y a des pro version A, des pro version B. Donc le débat, il n'est pas encore clos à ce niveau-là. Alors, troisième étape, validation externe. Donc, c'est là qu'on a fait des tests utilisateurs à distance avec notre partenaire Testapic, petit placement de produit. Donc, là, vous vous demandez pourquoi j'ai mis une image de réponse. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de voir ce qu'en pensent les utilisateurs avant de partir en développement. Même avant de partir en développement, hein, avant de partir en phase de maquettage. Donc, les objectifs, c'était de se dire, même si on est globalement, collectivement aligné sur une idée, sur 2 idées, on est aussi peut-être ultra biaisé parce qu'on bosse ensemble depuis longtemps, on s'influence un peu mutuellement et en fait, on est peut-être tous enfermés dans nos certitudes. Donc là, l'important, c'est vraiment de descendre de notre tour d'ivoire, donc un peu comme réponse, et vraiment confronter notre perception à la réalité du monde en quelque sorte. Peut-être que nous, on trouve ça super beau, mais peut-être que les clients vont trouver ça tout moche. Donc ça, c'est important, cette phase de confrontation. Donc la première chose, c'est de savoir si déjà c'était apprécié. Ensuite, c'est de savoir si le design était préféré à l'ancien. Donc dans le test, on a intégré comme piste, comme maquette, la version actuelle pour que les gens puissent comparer. Troisièmement, c'était de savoir si le design correspondait à nos valeurs de marque. Donc, toutes les valeurs qu'on a énoncées au départ sur le côté simple, la proximité, etc. Et puis, quatrièmement, de savoir si le design était bien associé à la marque. Les gens auraient pu dire, OK, le design, il est cool, c'est simple, c'est moderne, mais par contre, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on a en tête de la marque Les Furets. Donc, il fallait que ça matche. Et puis enfin, d'identifier des choses que les gens aimaient, que les gens préféraient, et puis des choses qu'on pouvait éventuellement peut-être revoir. Donc au niveau des modalités du test, on a testé trois versions différentes, donc, dont la version actuelle, sur 3 gabarits clés. Donc, ce que j'appelle un gabarit clé, c'est la home page, une landing page et une page de formulaire. Donc on a fait un mix de tests donc quali avec des questions ouvertes, et quanti, donc on avait 900 personnes dans le test, donc 900 c'est pas rien. On a fait des tests sur desktop et on a fait ces tests du 6 au 11 juin 2019. Donc ça, c'était les 3 versions de homepage. Donc la première, c'était la version actuelle, enfin de l'époque. Et puis les deux nouvelles versions qui étaient assez proches finalement. La seule différence, là où il y avait un peu des perceptions différentes en interne, c'était sur le fait d'utiliser soit la photo, soit des aplats de couleurs avec des illustrations. Puis il y avait quelques petites différences de couleurs également. Donc ça, c'était la home page. Ça, c'était donc les landing pages. Et ça, c'était les écrans de formulaire. Donc, pour rentrer un tout petit peu dans le concret de l'étude, j'ai pris quelques screens. Donc ça, c'était la question qu'on posait aux participants pour évaluer l'adéquation des designs avec les valeurs de marque. Donc c'était une grille de mots. Donc on avait moderne, simple, agréable, austère, digne de confiance, classique.
Et donc, les gens devaient se positionner sur ce qu'on appelle une échelle de Likert, tout à fait d'accord, plutôt d'accord, etc. Donc ça, pour chacune des versions. Donc ça, c'était sur l'adéquation des designs avec la maquette, avec la marque, pardon. Donc, question ouverte, très basique. Diriez-vous que le design de cette première version reflète la marque telle que vous la connaissez? Une question sur les points forts et les points faibles. Qu'est-ce que vous avez préféré? Qu'est-ce que vous avez le moins aimé sur ces écrans? Et puis, donc une fois que les gens avaient répondu à ces questions-là, pour chaque gabarit, on demandait, voilà, vous avez vu ces trois écrans maintenant, dites-nous quel est votre préféré et dites-nous pourquoi. Roulement de tambour, donc les résultats. Hop. Donc, sur la homepage, donc la version qui était en prod a récolté 19% des voix, la deuxième version 36% et la troisième 44%. Sur les landing pages, donc la première version a récolté 16% des voix, la deuxième 29% et la troisième 54%. Donc c'était l'effet le furet dans la baignoire qui a pas mal fonctionné. Et sur les formulaires, donc c'était sans appel, 8% sur la version actuelle, 44% sur la deuxième et 42% sur la troisième. Alors, quelques verbatim rapidement. Les gens disaient, voilà, c'est une belle page épurée, c'est plus engageant. Ça, c'est une phrase qui nous a fait plaisir. Une personne qui a dit, la page dépoussière clairement le domaine de l'assurance, mais la marque reste malgré tout, identifiable. Donc, il y a aussi quelques verbatim négatifs, même si, en toute franchise, ils étaient beaucoup moins nombreux. Une personne qui a dit, voilà, j'ai l'impression d'être sur le site de Leclerc Drive. Ça, c'est l'effet bleu et orange. J'apprécie pas du tout le design, ou j'aime pas la police du caractère, j'aime pas le furet qui est austère et vilo. Et on a une personne qui nous a dit, c'était assez intéressant, le flou dans le fond de la photo est rédhibitoire. Si je fais appel au furet, c'est dans le but d'y voir plus clair et non pas de rester dans le flou. Donc la personne, elle est allée assez loin dans l'analyse sémiotique de l'image. Donc en conclusion, la significativité des écarts, le fait qu'il y ait des écarts très forts entre certains gabarits, jusqu'à 30 points, plus le fait que le panel était très significatif, donc 900 répondants. Donc, ça a en tout cas permis de valider d'une part la direction visuelle et, plus important encore, la décision de mener le chantier de refonte. En tout cas, ça a fortement contribué à faire prioriser ce projet. Et donc, c'est là qu'on voit la force du Quanti qui est de mettre vraiment fin au débat et aux doutes. Parce qu'en fait, les débats qu'on aurait pu avoir en interne auraient pu durer très très longtemps. Là, on y arrive et puis on dit, voilà, en gros, c'est pas nous qui le disons, c'est les clients. Donc forcément, ça sert de levier très très fort. Ceci dit, il faut aussi savoir prendre du recul quand on fait des tests. Il y a une différence entre on entend souvent être data-driven, donc qui veut dire pour moi obéir un peu aveuglément aux données, et être data-informed, qui est plutôt de se servir des données pour prendre une décision, mais la décision nous revient. Il faut savoir que l'avis des internautes, c'est un input qui est très fort, il faut vraiment en prendre en compte, mais ce n'est pas le seul input. Tout ça pour dire que, donc, malgré les résultats des tests, avec la version, donc la troisième, qui a récolté un peu plus de votes que la deuxième, on a malgré tout opté pour la deuxième version, celle avec les aplats et les illustrations. La raison, c'est que, premièrement, il y avait un impact en termes de performance. Utiliser de la photo, c'est beaucoup plus lourd à charger qu'un aplat de couleurs où finalement c'est un code hexadécimal qu'on met dans le code et c'est réglé. Deuxième impact aussi sur la charge pour les équipes de trouver des images et de les flouter. Alors que les aplats, on a un jeu de 3-4 couleurs selon la catégorie de produit et c'est beaucoup plus rapide à implémenter. On s'est aussi rendu compte que pas mal de concurrents avaient des photos, que chez nous, photos plus les furets en 3D, ça faisait beaucoup, et qu'on pensait que l'illustration, sachant en plus qu'on fait les illustrations à la main, plus les aplats, permettaient d'être un peu plus moderne et de nous démarquer aussi plus fortement de certains concurrents.
Donc, comme on disait au début, on ne voulait pas d'une refonte Big Bang, c'est-à-dire de tout sortir d'un coup au bout de 2 ans. Donc, on a livré les choses au fil de l'eau. Donc, on a d'abord sorti le logo. Donc, on a refait le logo. On a aussi fait des tests, mais c'est un autre sujet, pour le moderniser également. Et mieux mettre aussi en avant les personnages qui étaient un peu moins comment dire, reconnaissables sur l'ancien logo. Donc, on a refait donc, la homepage en septembre 2019, donc quelques mois après les tests. On a refait aussi en septembre tout ce qu'on appelle les landing pages, donc toutes les pages d'arrivée des différents produits. Donc ça, c'était l'assurance auto, ça, c'est la partie prêt immobilier, énergie, etc. De mars à juillet 2020, donc quasiment un an après, on a refait tous les formulaires. Donc ça a pris un temps assez conséquent, puisqu'il y avait beaucoup d'exceptions et c'était un sujet technique assez important. En septembre 2020, on a refait toute la page de résultats et la partie checkout. Donc il y avait d'autres pages, je vous montre juste les gabarits principaux. En parallèle, on a aussi refait toute la partie email pour vraiment que la charte soit déployée sur tous les assets de marque, donc tous nos emails. Tout ce qui est online marketing, des bannières, social ads, les infographies, les vidéos également, tous les visuels, jusqu'au PowerPoint et aux cartes de visite. Alors, quelques chiffres maintenant sur Redesign. Alors, donc malgré le fait qu'on n'attendait pas grand-chose en termes de business, on était plutôt stressé par le fait que ça puisse dégrader un peu les perfs. Donc, on regardait vraiment les chiffres les premiers jours. En fait, on a eu des bonnes surprises. Donc, sur les landing pages, on a d'une part gagné sur le taux de rebond. Enfin, on a perdu, mais on a gagné parce que les gens rentraient un peu plus dans le parcours. Donc, moins de gens qui arrivaient sur la page et qui repartaient. On a gagné aussi en conversion. Donc, pas juste des gens qui allaient dans les formulaires, mais des gens qui se mettaient aussi en relation, donc qui allaient assez loin dans le parcours. Lorsqu'on a lancé les formulaires, donc ça, c'est aussi intéressant de sortir les choses un peu bloc par bloc. Comme ça, on peut vraiment voir l'impact isolé de chaque élément. Sur les formulaires, on a gagné en complétion, donc la complétion du formulaire de A jusqu'à Z, différents en fonction des produits. Jusqu'à 2% de conversion, de complétion sur la partie pré-émo, par exemple. Et sur la page de résultats, donc on appelle la page de quote, on a gagné jusqu'à, c'était assez hallucinant, jusqu'à 9 points de conversion sur l'auto, par exemple, 17 points sur la moto. Donc vraiment des résultats très, très positifs. Alors au niveau de la vélocité, donc, qui était pourtant l'objectif principal, là, pour le coup, c'était plus compliqué à quantifier. D'une part, parce qu'en fait, on n'avait pas d'indicateur mesurable. Donc ça, c'était clairement une erreur de notre part. Donc, aucun indicateur sur lequel s'appuyer. En plus, on n'avait pas d'historique, puisqu'on a commencé à travailler le redesign quasiment lorsqu'on a créé l'équipe design. Donc, on n'avait pas beaucoup d'historique de projets passés sur lesquels se comparer. En plus, on a mis en place, entre-temps, des nouveaux process de collaboration où finalement, on passe peut-être un peu moins de temps sur la conception, mais on passe plus de temps pour faire du pairing avec les développeurs. Donc, au final, voilà, pas vraiment de chiffres à partager à part des éléments intangibles de perception que c'est indispensable et qu'on ne sera pas revenu en arrière, mais en tout cas, rien de factuel en tout cas. Et puis, pour finir, donc, je vous l'ai dit, en travaillant sur la refonte, on a aussi construit un design system, en tout cas, une première grosse brique, parce que ce n'est pas terminé, pour justement centraliser et formaliser tous les éléments de charte et de design. Donc, le design system s'appelle DAISY, donc il n'est pas encore public. Je vous montre rapidement quelques écrans. Donc, on a défini donc, des grands principes visuels qui se diffusent un peu dans tous nos assets. Le fait d'utiliser les mascottes, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient très appréciées, donc on les met en avant. Le fait d'utiliser des aplats, donc finalement par rapport aux photos qu'on avait avant. Des illustrations donc, qui sont faites à la main par nos designers très talentueux. Des objets 3D pour faire un peu le lien entre des mascottes en 3D et des aplats de couleurs, pour faire un peu une transition entre les deux. Et puis, alors on a banni tous les angles droits.
Donc, on n'utilise que des arrondis pour justement correspondre aussi à ces valeurs dont on a parlé de proximité, de bienveillance et de simplicité. Donc, dans le design system, on va retrouver des éléments de charte basiques comme les couleurs, les différentes palettes de couleurs, la partie typographie, toutes les icônes, donc on a refaites complètement à la main pour qu'elles aient toutes vraiment le même style, la même largeur de traits, pour que ce soit cohérent. Donc on a travaillé en atomic design avec un système de molécules, d'atomes, molécules, organismes. Donc là, on a aussi formalisé, centralisé tous les templates de pages, par exemple des popines. Donc tous les composants, les boutons, les composants de formulaire, les labels, etc. Donc il y a bien sûr la partie code aussi. Et aussi des guidelines. Donc c'est pas juste un jeu de composants, il y a aussi une manière de les utiliser. Donc il y a des principes directeurs sur, par exemple, quand utiliser un menu déroulant ou quand utiliser des boutons de sélection, par exemple, ce genre de choses. Et on a même inclus une partie tone of voice pour définir un peu nos principes de wording, comment on parle aux gens. Donc pour vous donner un tout petit exemple, donc avant, par exemple, dans les formulaires, on avait des affirmations, par exemple, type de stationnement la nuit. Donc là, on est passé à... Donc c'est révolutionnaire, on a posé des questions maintenant. Par exemple, quel mode de stationnement utilisez-vous la nuit ou dans quelle ville garez-vous votre voiture, pour que ça soit un peu plus conversationnel. On a aussi banni le plus possible de jargon assurantiel, en tout cas en expliquant un peu les termes. Voilà, et pour terminer, j'ai quelques takeaways, donc des conseils qui peuvent vous servir éventuellement si vous êtes amené à instruire un sujet de redesign. Donc, premier takeaway, c'est de bien valider l'adéquation du design avec vos valeurs de marque. Avoir un beau design, c'est bien. Encore faut-il que ça incarne correctement vos valeurs de marque. Est-ce que vous voulez être sérieux, classique, décalé, élitiste? Donc, c'est vraiment partir de votre personnalité de marque et construire à partir de là. Deuxièmement, ne tester que des pistes que vous pouvez assumer. Donc on entend souvent quand on veut faire adopter une piste graphique, il faut montrer deux pistes. Une bonne, celle qu'on veut faire passer, et puis une mauvaise, une piste repoussoir. Alors, j'en ai fait l'expérience, j'ai bossé pendant quasiment 10 ans en agence. Je peux vous dire que c'est toujours la piste repoussoir que les clients choisissent. Donc mon conseil, c'est vraiment de ne montrer que des pistes que vous pouvez assumer. Troisième conseil, de mixer vraiment du quali et du quanti. Donc le quali, c'est vraiment pour comprendre le rationnel derrière les choix des utilisateurs, et le quanti pour avoir une certaine forme de représentativité par rapport aux études. Ensuite, ne pas tout mélanger. Alors je n'ai pas parlé, mais on a aussi un sujet qui a un peu parasité la refonte. C'était un gros sujet de refonte technique qui a ralenti un peu les choses. Donc en tout cas, si vous pouvez éviter de tout embarquer en même temps, refonte technique, refonte UI, optimisation, plus vous embarquez de choses, plus ça va être complexe, plus ça va être long, et moins vous allez pouvoir analyser les résultats. Si jamais ça se dégrade, vous ne saurez pas si c'est lié à la refonte technique ou si c'est au modif UI que vous allez apporter. Et puis pour finir, favoriser le pairing entre les designers et les développeurs. Donc on a la chance chez les Furets d'avoir des designers et des techs qui sont talentueux. Mais le talent, ça ne fait pas tout. Ce qui a compté vraiment plus que tout, c'était d'avoir une collaboration qui était vraiment ultra forte entre les designers et les développeurs, qui ont fait donc du pairing, ont travaillé ensemble, ont fait des showcases régulièrement dans la journée, qui s'appelaient plusieurs fois par jour, parce que c'était le moment du Covid, qui échangeaient en permanence avec les uns et les autres. Et ça, c'était vraiment la clé de voûte. Donc voilà, faites-les travailler ensemble de manière synchrone, et ça se passera bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci, un immense merci David pour cette présentation hyper claire et qui, j'en suis sûre, a plu à tout le monde. Tu as d'ailleurs, on a encore quelques instants, donc bravo aussi pour le timing. Ouais, j'ai un peu dépassé. On a tu n'as rien dit, donc moi j'ai continué. Non, c'est parfait. J'en ai répertorié quelques-unes. En fait, les personnes présentes ce matin ont été effectivement très intéressées et j'ai quelques questions pour chaque partie que je me suis notée de côté.
Donc, écoute, je Bien, vais... vas-y. OK. Donc, sur ta première partie, donc effectivement sur l'avant-refonte, je dirais sur la première partie de ta présentation, il y a Solène, que je salue d'ailleurs, qui te demande si le design venait d'une équipe in-house ou d'une agence. Ah, c'est une très bonne question. Alors en fait, on l'a fait en interne. On a tout fait en interne et c'était aussi un combat que j'ai un peu mené parce qu'au départ, on avait une directrice marketing qui voulait que la refonte soit faite par une agence externe. Une agence en plus historique du groupe BGL et puis des Furets. Et je me suis vraiment battu pour que ce soit nous qui le fassions en interne. Donc c'était pas gagné, ils avaient un peu travaillé, mais finalement on a vraiment réussi à tout reprendre, à définir. Alors c'est eux qui ont fait le logo pour le coup, même si on était un peu derrière leur dos, mais sur la partie design, c'est vraiment nous entièrement qui avons défini un peu les règles du jeu. Je te parle du design précédent, David, j'aurais peut-être dû Ah préciser. pardon. Non, c'est moi, pardon. Je Alors, te parle vraiment avant refonte. alors je sais pas. OK. Je sais pas du tout, je sais pas. En fait, il n'y avait pas de designer avant qu'on implémente cette équipe, donc je sais pas. Bon. Vincent Mercier se demandait si tu n'avais pas de design system toujours avant refonte. Hein. On n'avait pas exactement un design system, on avait une librairie de composants qui était un kit UI avec des widgets. Il y avait pas. Ce qui manquait aussi, c'était des guidelines pour dire c'est bien beau d'avoir un widget bouton orange, mais il faut aussi dire quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser, par exemple. Et quand tu as deux boutons, bah, il faut pas mettre deux boutons orange, il faut en mettre un primaire, un secondaire. Donc il y avait des widgets, des composants, mais il n'y a pas vraiment de règles pour s'en servir. Les appliquer. Okay. Il y avait quelque chose, oui. Très bien. Marc Cagna aussi te demandait si cette analyse, tu sais, basée sur sur tous les soucis que tu avais pu répertorier, donc toujours avant refonte, est-ce qu'elle a été effectuée via un questionnaire poussé sur le site? La partie, les tests qu'on a menés avant? Exactement, quand tu as pu détecter les soucis qui t'ont amené pardon, à faire une refonte. Vraiment sur l'état des lieux. Alors sur la part... Pardon? Sur l'état des lieux, en fait, pré-refonte. Alors sur la partie, les feedbacks négatifs, alors quand on est designer, forcément, on voit ce genre de choses, mais je ne pouvais pas arriver en disant, voilà, je trouve que le site est moche, je peux faire une refonte. Donc le design, enfin les tests qu'on a menés, donc là c'était une agence qui a mené ces tests-là, je ne sais plus combien de participants, mais les tests quali ont un peu corroboré ces choses-là. Encore une fois, c'est toujours un peu le message de dire, c'est pas moi qui le dis, c'est les clients. Par contre, sur la partie de cohérence, ça, les clients n'ont pas dit, oh, il y a des incohérences entre la page machin et la page machin. Ça, c'est un peu moi qui l'ai un peu, enfin, moi et l'équipe qui l'ont identifié. En disant, en tant que QX un peu transverse sur tous les produits, on voit aussi les différences que chaque équipe ne voit pas forcément. Ils travaillent un peu dans leurs produits, ils ne voient pas forcément ce que font les copains sur l'autre produit. Donc ça, c'était un peu un audit qu'on a fait en interne. Et l'autre élément, c'était sur la partie vélocité. Ça, je m'en suis rendu compte assez vite quand on a commencé à faire des premiers écrans qu'il n'y avait pas de logique et qu'en fait, tout était compliqué parce que dès qu'on voulait mettre une feature qui était transverse à tous les produits, en fait, il fallait faire 15 fois une feature différente, en fait. Donc, le message aussi que je n'ai pas trop dit, c'est que quand je suis arrivé, on m'a dit aussi de travailler essentiellement sur l'UX. On ne s'attendait pas à ce qu'on fasse une refonte UI. On voulait qu'on optimise le site pour améliorer la conversion. Et moi, mon message, c'était de dire, si on veut améliorer l'UX, il faut d'abord, en gros, travailler la partie UI pour que ça ne soit plus un sujet ensuite. Qu'on n'ait plus des questions à se poser sur quelle couleur de bouton il faut. Donc ça, on aurait ces guidelines et qu'à partir de là, on pourrait vraiment faire de l'UX. OK. Merci David. Et justement, je profite pour rebondir sur la question d'Emmanuel Béguin. Je te la lis directement. Donc, pour votre point sur se limiter à l'UI, effectivement, c'était principalement le sujet de ta refonte. Pour réduire les risques de dégrader les perfs, vous mentionnez cependant le wording qui peut avoir des impacts sur les perfs. Qu'en est-il? Alors, le wording, en fait, on l'a fait, on l'a changé à l'époque où il y avait l'ancienne UI. Donc c'est encore une fois un bon conseil je pense de sortir des choses un peu par bloc.
on avait l'ancien design, on a juste retravaillé les wordings. Il n'y avait pas un risque énorme, hein, c'était on change la formulation des questions. Ça allait rien changer en termes d'expérience, à part que c'était un peu plus sympathique. Et des fois un peu plus clair. Et donc, lorsqu'on a fait ces changements de wording, de mémoire, il y avait très très peu d'écart. C'est-à-dire que c'était flat en termes de conversion, typiquement. Ok, très clair. Emmanuel, j'espère que la réponse vous convient. Maxence se demandait pourquoi tu avais fixé le quanti sur 900, alors pas 900 tests, mais 900 users. Pour le coup, je me permets de rectifier. Alors, je ne sais plus exactement. Je ne sais pas si toi, tu as des souvenirs, Elodie. Oui, en fait, on a scindé en plusieurs tests. Ce n'était pas 900 utilisateurs, évidemment, d'un coup, sachant qu'on avait séparé hommes et femmes. On avait fait plusieurs silos de tests pour justement voir s'il y avait une différence de comportement, de préférence de version entre les hommes et entre les femmes. Donc déjà, pour avoir quand même un quanti assez représentatif, on avait pris donc 300 femmes de mémoire et 300 hommes. Et après, on a itéré, effectivement. Donc finalement, ça nous amène à 900 personnes assez rapidement. Et je voulais juste préciser, quand David parle de quanti et de quali, alors sur du quali, on n'est absolument pas sur du test vidéo. David évoque en fait les verbatims que les utilisateurs utilisent en fait justement pour justifier leur réponse, et quand ça va être vraiment les graphes. Donc sur de la réponse principalement fermée, et quali, donc les verbatims. Mais on n'était pas sur du test vidéo, on a uniquement été sur du questionnaire pour réaliser c'est un bon point, mais c'était pas effectivement du quali. On peut être encore plus quali, effectivement, en faisant des interviews, en regardant des gens utiliser, puis en fait en discutant avec eux. Là, c'était pas modéré. Donc effectivement, c'était une forme de quali, mais c'est pas le top du quali qu'on puisse faire. Mais effectivement, on était parti du principe que plus on allait solliciter d'utilisateurs justement sur cette itération, en incluant cette itération, plus derrière les insights seraient solides et pertinents. Parce qu'on était quand même sur un gros sujet de refonte, donc on n'a pas lésiné en fait sur le nombre d'utilisateurs à solliciter. Et tout en effectivement scindant hommes et femmes. Valentine se posait la question, les tests ont-ils été faits à 100% avec des utilisateurs externes à la base des furets, ou y avait-il dans la base des utilisateurs qui connaissaient déjà la marque? Ça, on avait la discussion en fait, est-ce qu'il fallait faire deux segments, un segment client, un segment prospect. On s'est dit, tu me diras si c'était ça, Elodie, mais de mémoire, c'était en fait, les clients, les furets sont plutôt bien connus en France. Donc on s'est dit, on va faire une base un peu aléatoire, et on s'est dit, forcément là-dedans, on aura des gens qui vont connaître, des gens qui auront utilisé, peut-être des clients, mais on aurait un peu un panel représentatif de la population française en quelque sorte. C'est exactement ça. On a mixé finalement. Tout à fait. Donc après, on n'a pas récupéré pour dire ceux qu'on dit ça, est-ce qu'ils étaient clients ou pas clients, mais c'était assez global en fait. Sachant qu'effectivement, on aurait pu avoir l'information, mais c'est pas ce sur quoi tu as focus en fait. Toi, tu voulais avoir vraiment le résultat global, je dirais, sans forcément faire de différence, en tout cas dans ton analyse. Après, si ça avait été une marque un peu moins connue, peut-être qu'on aurait fait le split. On aurait dit, voilà, on veut vraiment une base en plus, ça dépend du produit, mais des clients peut-être réguliers pour voir s'il n'y a pas d'impact sur eux, qui connaissent bien le site et qui peuvent l'apprécier. Et puis, une population plus neutre, plus extérieure. Je rebondis sur la question de Nicolas qui me dit « Comment avez-vous attiré 900 utilisateurs en 6 jours pour les tests? Annonce sur vos réseaux ou uniquement via les ressources Testapic ?» Bon, alors ça, je te laisse répondre, Elodie. Les ressources Testapic, voilà. Effectivement, notre force, en fait, c'est d'avoir un panel d'utilisateurs qui est très réactif et très intéressé en fait par les tests qu'on leur propose. Et David, effectivement, a pu obtenir sur chaque test sa data en à peu près 48 heures, grand maximum, il me semble. Je confirme. Ouais. Parce qu'on a fait plusieurs silos de tests, donc forcément, on a eu à lancer des tests à quelques jours d'intervalle. Donc en 6 jours, en fait, David avait l'entièreté de sa data et ça confirme davantage, je dirais, mais je pense que les clients avec qui on travaille peuvent le confirmer également, que les retours utilisateurs se font généralement très rapidement. Voilà, donc c'est uniquement sur le panel Testapic. Eva se demandait quelle était la définition de l'échantillon. Je lui ai demandé d'ailleurs de préciser. Je ne sais pas si du coup, excusez-moi, je remonte un petit peu dans le chat. Je ne suis pas certaine. Je lui avais demandé de préciser un peu sa question. Et malheureusement, je n'ai pas la réponse. Eva, j'en suis désolée.
la définition du coup de l'échantillon, j'imagine, d'utilisateurs, mais je pense que David y a répondu un petit peu plus tôt. Ouais, il n'y avait pas vraiment de critères spécifiques, c'était assez large. Modulo le fait qu'on voulait des personnes qui utilisaient des comparateurs, je ne sais même pas si on avait ce critère-là. On avait quand même ce critère de si, effectivement. Ouais. Mais on n'avait pas de restriction d'âge. En fait, tu voulais effectivement une population relativement large pour justement qu'il y ait une représentativité en fait de la population française potentiellement susceptible d'utiliser en fait ce produit. Donc, on avait uniquement le critère qui est déjà pas mal d'utilisation passée ou récente de comparateurs. Sur les résultats, Julien se demandait, mais ça, il me semble que tu l'as abordé, mais peut-être que tu souhaites apporter des précisions. D'ailleurs, il a supprimé sa question, je la pose quand même. Quel était le ROI du changement, dans le doute? Quel impact sur le taux de conversion ou le taux de rebond? Peut-être que Julien l'a effectivement effacé parce qu'il me semble que tu l'as quand même évoqué en détail. Oui, j'en ai parlé. En fait, il y a eu des impacts sur. Alors, surtout, en fait, c'était vraiment très positif sur donc taux de rebond, donc qui a baissé, ce qui est positif, et sur le taux de complétion, taux de conversion. Donc, ça équivaut, grosso modo, sur un an, si on extrapole, à quasiment 2 millions d'euros d'incrément. Effectivement, l'information qu'on n'avait pas encore eue, mais sur le reste, tu as bien tout précisé. Sur la partie technique, enfin, Vincent Mercier te demande si tu utilises Storybook. Alors, on utilise Storybook. Donc ça, c'est en fait, en vrai, le Design System, c'est vrai qu'il n'est pas encore tout à fait sec. Il y a une partie qui est pour les devs, donc là, c'est Storybook. Et il y a une partie qui est un peu plus générale. Et là, on utilise 08. Et le but, c'est vraiment peut-être à terme de mixer un peu les deux pour avoir d'un côté tous les éléments graphiques, les principes, et en plus la partie code. Et en plus les animations, ce genre de choses. Mais qu'on ait vraiment tout sur une seule plateforme. Merci David pour ces précisions. Je vois que l'heure avance. J'ai une dernière petite question pour toi de Luce qui te demande quel outil avez-vous utilisé en interne pour mener ce redesign, Figma, etc., etc. Alors là, on est en train de transitionner de Sketch à Figma. Donc, on a utilisé Sketch à l'époque. Sketch, donc InVision et Abstract. Alors, c'est un peu le gros problème parce qu'on a tout fait sur Sketch et en fait, il faut tout refaire sur Figma maintenant. Voilà. Bon. Très bien, merci David. Je crois qu'on a fait le tour des questions. On a donc un peu dépassé le timing, mais je remercie en tout cas vivement et vraiment sincèrement David pour cette belle présentation. Je t'en prie. Tu n'as pas eu encore l'occasion, mais je ne manquerai pas de te les relayer, de toutes les félicitations que tu as pu avoir dans le chat. Pour te remercier. Belle présentation, très très claire et très intéressante. Et Simona d'ailleurs nous demande si évidemment elle peut avoir le support de présentation. Je lui réponds un grand oui. On va le faire parvenir à tous les inscrits. Merci encore pour votre temps d'être resté un petit peu plus tard. On a dépassé d'une dizaine de minutes de mémoire. Donc, merci à tout le monde et merci encore pour vos remerciements. Et David, écoute, avec grand plaisir pour continuer à mener des tests utilisateurs ensemble. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt tout le monde et prenez soin de vous. Et encore un grand merci David. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.